Je suis Jamie Hyneman. Et moi, Adam Savage. Nous allons voir ce qui arrive quand on attache une fusée à une Chevrolet 1967. Oh oui. Dans Mythbusters, nous faisons d'une Chevrolet une machine de combat capable d'accélérer à 560 km/h. Je suis tellement excité, il va falloir m'enlever les zygomatiques. Avaler un bonbon nommé Pop Rocks mélangé à une boisson gazeuse, fondement d'un mythe ou recette d'un désastre? Ton ventre va exploser. Mythbusters ne vous raconte pas seulement les faits. Nous mettons les légendes à l'épreuve pour voir ce qui s'est réellement passé. Nous sommes prêts à risquer nos vies. Pourtant, toutes les légendes ne sont pas des mythes. De quelle légende elle parle? Je ne sais pas encore. Qui sont les Mythbusters? Les chasseurs de mythes? Jamie Hyneman et Adam Savage ont plus de 30 ans d'expérience dans les domaines du modélisme, de l'animatronique et du prototypage de jouets. Ils ont travaillé pour le grand écran, la télévision, le théâtre et divers jeux. Ils peuvent fabriquer n'importe quoi, si ce n'est pas déjà fait. Voici M5, mon atelier d'effets spéciaux. Rentrez jeter un coup d'œil. Jamie a amassé une énorme collection d'outils, de talents et de techniques. Si vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut, Je suis à la recherche d'un estomac de porc. essayez toujours la collection éclectique d'Adam. Je viens de la planète des têtes de cul. Et pour les aider à recréer chaque situation aussi fidèlement que possible, il dispose d'experts en folklore, crime, médecine et ingénierie. Mais c'est à Adam et Jamie de séparer la vérité de la fiction de manière irréfutable. Et pour cela, tous les moyens seront bons. Alors on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on a? Allez. Celle-ci est pas mal. Ce qu'on a, c'est une Chevrolet Impala de 67, emmenée en plein désert, et sur laquelle on a attaché un booster de fusée. On a découvert ça le jour où une épave fumante a été trouvée par la police des autoroutes locales. Selon nos reconstitutions, un homme aurait mis une fusée Jato, une unité de décollage assistée par fusée, sur un véhicule de modèle plus ancien. Cet homme était apparemment un ancien sergent de l'armée de l'air. Il s'est mis sur une longue ligne droite, sans rien autour. Il a accéléré comme sur une autoroute à environ 128 km/h et il les a lancés. La voiture est passée de 128 à environ 480 km/h en quelques secondes. Il y avait un virage sur la route, puis une légère montée, une côte et une montagne un peu plus loin. Alors il actionne les freins, mais évidemment, les freins fondent. Il laisse une trace de pneu d'environ 2,5 km. Il a raté le virage, s'est envolé et s'est écrasé contre le versant de la montagne à une trentaine de mètres de hauteur. Est-ce qu'on a quelque chose pour corroborer le tout? Des photos? Quelqu'un s'est porté candidat? C'est notre boulot de chercher tout ça. Et il faut trouver une Chevrolet de 67 ou quelque chose qui s'en approche autant que possible. Il faut également trouver une Jato ou une Rato, ou là encore quelque chose d'équivalent. Je sens que tout compte fait, ça va être un carnage. Il y a tellement de paramètres. Si une voiture doit monter ne serait-ce qu'à 240 km/h, surtout cette voiture qui a 35 ans, ça sera beau à voir. Ouais, ce sera beau, avec des grosses flammes qui jailliront de derrière. Ça va être génial. Je vois pas ce qu'on pourrait trouver de plus marrant. Bah, tu sais quoi? Je vois vraiment pas. J'ai entendu parler de cette histoire pour la première fois autour de 1994, quand j'étais porte-parole au département de la sécurité publique. J'ai reçu l'appel d'un journaliste local m'interrogeant au sujet d'un prix Darwin vu sur Internet. Ce qu'il en ressortait, c'était que la sécurité publique d'Arizona, ou la police des autoroutes, aurait été chargée de l'enquête. J'ai pensé qu'il y avait de bonnes chances pour que ce soit vrai. L'Arizona abrite effectivement plusieurs bases aériennes, et donc le personnel militaire aurait pu s'être emparé d'une unité Jato pour s'en servir de cette manière-là. La Jato, ou décollage assisté par réaction, existe depuis la Seconde Guerre mondiale et chaque réservoir d'une Jato est rempli de propergol solide. Une seule unité expulse 454 grammes de poussée pendant 12 à 15 secondes.
On utilise jusqu'à 8 jatos pour donner aux gros porteurs militaires et à leurs lourdes cargaisons une poussée supplémentaire lorsqu'ils décollent sur des pistes courtes. Est-ce qu'on croit vraiment que l'armée va nous remettre un cylindre de jato? Comment fait-on s'ils refusent de nous en donner? Je me doute un peu qu'ils refuseront. Ce n'est pas le genre de choses qu'on laisse obtenir au premier venu. Ouais. Armée de l'air, affaires publiques. Je ne suis pas à mon bureau actuellement, veuillez laisser un message. Nous aimerions que l'armée soit présente et qu'elle soit impliquée. Nous souhaiterions être assistés par les Blue Angels. Nous voudrions obtenir l'assistance de l'armée pour utiliser une jato ou une rato. Il est bien entendu que nous n'essayons pas d'en obtenir une pour en faire n'importe quoi. Nous voulons vous impliquer. Bon, on a bien fini par avoir quelqu'un. Elle a dit que ces unités coûtent très cher. Je ne sais pas si ça va être possible. C'est une requête très inhabituelle. Donc il faut trouver une Chevrolet de 67. Je me demande où on va trouver ça. J'en ai acheté une dans un marché aux puces. C'est une Chevrolet Impala de 1967. C'est notre objectif. Ouais. Avec un peu de chance, on en trouvera une bonne pour la casse avec une carrosserie déglinguée. Tout ce qu'il faut, c'est que le moteur tourne. Nous sommes en Amérique, et à moins de vivre à New York, ou là où il y a le métro, il vous faut une voiture pour survivre. Pas d'Impala, mais j'ai une Pontiac. Et elle roule, cette Pontiac? Pour l'instant, non. Il faut juste refaire la transmission. C'est tout? Ouais. Mais c'est ce que vous comptez faire? Recréer cette légende? Ouais. Alors prenez une Chevrolet, parce que dans l'histoire, c'est une Chevrolet. On m'a toujours parlé d'une Impala d'entre 69 et 72. D'accord. Chevrolet, the beautiful shape for 1965. La Chevrolet Impala était une candidate idéale pour les Mythbusters. Elle fait son apparition en 1958. Dès son lancement, c'est une voiture de prestige, à la portée de l'Américain moyen. Unmistakable, a completely new look time cannot wash away. À la fin du millénaire, les ventes ont dépassé les 13 millions. La Chevrolet Impala devient la voiture full-size la plus populaire de l'histoire américaine. See the beautiful shapes of Chevrolet for 1965 at your Chevrolet dealers now. Il faut qu'elle roule. Il faut qu'elle roule. Elle roulera peut-être, mais le moteur ne vaut rien. Mais qu'est-ce que vous dites? Avec une fusée, sûr qu'elle roulera. On compte la réduire en miettes si on y arrive. Bah bien sûr, pourquoi se gêner? Merci quand même. De rien. Malgré sa popularité, trouver une Chevrolet Impala se révèle aussi difficile que d'obtenir une fusée Jato. Nous avons appelé la semaine dernière, nous voulions nous procurer une Jato. Nous procurer une Jato ou une Rato. Jusqu'ici, il semblerait que quasiment personne ne souhaite nous rappeler. Mais une nouvelle piste pourrait bien nous conduire à la Chevrolet 1967. On va attacher des fusées à l'extrémité arrière. Vous connaissez l'histoire où ils l'emmènent dans le désert et lancent des fusées. J'ai exactement ce qu'il vous faut. C'est ce qu'on va faire. Je vous la donne. C'est officiellement une Impala. Est-ce que je peux faire le tour du pâté avec? Oh oui. Après vous, madame. C'est une Chevrolet Impala 1966 et elle roule. Avec quelques légères modifications. Aucun doute possible, c'est notre voiture. C'est le destin. Du point de vue hydraulique, c'est un vrai délire. Il nous conseille de monter les fusées ici. Ça a l'air pas mal, bien solide. On les monte sur le toit? C'est ce que nous dit la légende. Bien, merci infiniment. Merci.
On est à 13 km et demi de l'endroit où on l'a acheté. Il fait 38 degrés. Les garçons sont à 3 heures de l'atelier. Et à cause d'un filtre à carburant bouché, leur voiture fusée a dû s'immobiliser en un grincement de frein. Heureusement, Adam est assuré en cas de panne. Bon, apparemment, l'armée de l'air nous a rappelé pour nous refuser leur fusée Jato. Autorisation refusée. Est-ce qu'ils n'ont pas rappelé pour nous donner un nouveau refus, sans qu'on ait insisté? 2 fois. Bon, on a ces trucs, ce sont des fusées amateurs. On a un de ces tubes à titre d'exemple. Comment va-t-on les lancer? En fait, celles-ci sont plus puissantes que les Jato. Mais elles sont plus petites, comment est-ce possible? Eh ben, on va en utiliser plus. Pendant leur vol, elles libèrent 680 kg de poussée au lieu des 450 des Jato. Mais elles ne durent que 4 secondes. On va s'en procurer plusieurs et les allumer les unes après les autres. Donc on va en mettre 3, qu'on montera sans doute sur la voiture. Comme ceci. On aura un opérateur qualifié. Il faut une autorisation fédérale pour pouvoir acheter et lancer ces fusées. Oui, j'espère bien. Ouais, donc on aura ces personnes pour les lancer. C'est à ça que ça va ressembler? Oui, voilà en gros ce qu'on va faire. Il faudra renforcer tout ça. Rien de plus facile, en théorie. Mais c'est une puissance énorme pour le toit de cette vieille voiture. « 454 grammes de poussée égale 2 chevaux vapeur. Donc un de ces moteurs de fusée à 680 kg égale 3000 chevaux vapeur. De quoi rendre notre Chevrolet quasiment 4 fois plus puissante qu'une voiture de course. Imaginez qu'on pose une autre voiture par-dessus celle-ci. Ça vous donnera une idée du poids qu'il y aura là-haut. Donc, on va probablement construire une sorte de cage en acier à l'intérieur de la carrosserie pour soutenir tout ça. Ouais, il nous faut... On va pas juste attacher tout ça sur le toit. Non, ce serait une mauvaise idée. Le toit risquerait de valser. Oh, il y a le feu, oups. Vous voyez ça? Là. Adam, tu vas te rendre malade. Je suis déjà malade. Passe-moi l'extincteur. Cette fois, c'est sérieux. Les conduits hydrauliques sont en feu. La sciure de bois et les fluides hydrauliques ont fait un effet de mèche. Je m'étais dit qu'on pourrait mettre un coup de perceuse ici et boulonner le cadre là-haut. Avec ce concept, la structure entière du toit sert de support aux fusées. Bon, c'est un début. Sautons ensemble. Ces tubes maintiendront le moteur des fusées amateurs solidement en place. Les ailettes de nos fusées. En fait, en dehors de cette légende, il s'avère que d'autres personnes ont attaché des fusées à des voitures, non? Oui, en les utilisant, des records de vitesse ont été établis. En 1965, Walt Ahrens construit la première voiture de vitesse au sol fonctionnant à l'aide de fusées. Wingfoot Express numéro 2 est initialement conçu pour 10 unités Jato, ce qui ne saurait suffire. Ce sont 25 fusées qui ont fini par lancer cette voiture à une vitesse maximale non officielle de 974 km/h.
Bien sûr, n'oublions pas que ces voitures n'ont rien d'habituel. Elles sont souvent très longues. En gros, ce sont des fusées sur roues. Ouais. Ce qui nous amène à poser la grande question, où va-t-on lancer cette voiture? Il y a des lits de lacs à sec, au sud d'ici, vers Los Angeles. On devrait commencer par là, pour voir si on peut accéder à ce genre d'endroit. Après mûre réflexion, Jamie hésite à prendre le volant. Si elle réagit comme dans la légende, c'est un projectile de 1359 à 1812 kilos qu'on aura entre les mains. Et en fait, je me dis tout compte fait que s'il nous arrivait de perdre le contrôle, il vaudrait mieux ne pas être à l'intérieur. Tu ne veux plus être à l'intérieur? J'adorerais ça, mais Je crois que tu devrais conduire. c'est aussi ce que je crois. Mais on a déjà télécommandé des voitures et on adore ça. Ah bon, elle sera télécommandée. Oui, je crois que c'est la manière la plus sûre de régler ça. Mais ça va faire un jouet génial. Une voiture télécommandée pour de grands garçons. En réalité, ce n'est pas aussi simple qu'un jouet télécommandé. À 480 km/h, les forces sur les cerveaux de direction seront immenses. Un cerveau est un moteur positionnable qui permet de contrôler la direction de manière précise. Il faut être très vigilant parce qu'à la vitesse à laquelle on risque d'aller, il faut que le contact avec l'objectif soit très précis pour ne pas perdre le contrôle. Les limitations de l'émetteur représentent un autre danger. L'autre détail, c'est que ces commandes par radio fonctionnent sur 1000 mètres à peu près, plus ou moins. Environ 800 mètres. Oui, si la voiture atteint peut-être 480 km/h, elle deviendra très vite hors de portée, même si on roule à côté. Alors il faut qu'on trouve un moyen. Soit on sort louer une voiture qui soit vraiment très rapide, soit on se trouve un hélicoptère, ce qui est sans doute le moyen le plus sûr de régler ça. Je vais essayer de démarrer. D'accord. Jamie aura besoin d'un contrôle total lorsqu'il atteindra la vitesse maximale. À 560 km/h sur une Chevrolet Impala, les vitres explosent et le toit est emporté. La vitesse, Andy Granatelli la connaît. Il possède 21 records au Hall of Fame. Beaucoup ont été établis à bord d'engins ordinaires. Il prétend détenir la vitesse maximale pour un véhicule de ville. Un record incroyable de 387 km/h. À une telle vélocité, la résistance du vent est le pire ennemi. La voiture risque de quitter le sol. À un peu plus de 320 km/h, l'avant de la voiture se soulève, la voiture se retourne parce que l'air s'engouffre sous l'avant de la voiture. Jamie compte utiliser l'hydraulique de la Chevrolet pour combattre ses forces. En rabaissant le capot, il devrait améliorer considérablement l'aérodynamisme du véhicule. De plus, cela faciliterait ce qu'on lui a présenté comme un enjeu vital. Le plus difficile dans tout ça est sans doute de fixer ceci d'aplomb sur la voiture. Aucun axe ne peut réellement nous dire dans quelle direction la voiture va aller. Selon nos experts, un mauvais alignement de 60 degrés provoque une poussée d'environ 45 à 68 kg sur l'arrière de la voiture. Fais le tour par là. Ça va, je vais bien. Tout va bien. Je ne me suis rien cassé. Et je n'ai mal nulle part. Ça fait quand même un choc. Je viens de recevoir une grosse décharge d'adrénaline. Ok, Je double toutes mes cascades moi-même. Par là. Oui, ça m'a l'air bon aussi. Donc ici, on a 86. Et ici, on a 86. Super. On va clouer tout ça. J'ai vraiment hâte de lâcher la bête. Je vais être dans un hélicoptère, ce que je n'ai jamais fait jusqu'ici. Et je vais téléguider une voiture télécommandée, propulsée par une fusée de 3000 chevaux. Que demander de plus? Tu sais, on pourrait mourir après l'avoir fait. Parce qu'on ne trouvera jamais mieux. Après ça, on ne peut être que déçu.
Adam, Jamie et leur équipe arrivent sur le lit de lac à sec et commencent leur installation. Le début des festivités. Quelle chance on a de voir le soleil se lever sur le désert. Qu'est-ce que je raconte? Quelle chance on a de lancer une voiture fusée dans le désert. Sur le lit de lac, chaque chose finit par trouver sa place. Avec un peu de chance, nous saurons bientôt si le mythe de la fusée Jato est effectivement possible. Je suis en train de régler la sûreté intégrée. Ces radios laissent une instruction dans le récepteur pour qu'il revienne à une certaine position si la communication est perdue. Jamie sera rejoint dans l'hélicoptère par Eric Gates. Lui et son frère Dirk ont plus de 20 ans d'expérience en matière de fusée amateur. Ils comptent démarrer les moteurs par télécommande. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jamie va faire un tour d'essai. Nos experts en fusée vont faire un test d'allumage pour mettre les systèmes au point. Je pense qu'on est à 1 heure du vrai lancement. La télécommande et la sûreté intégrée fonctionnent parfaitement. Comment ça va, Adam Savage? Mais pour l'ancien scientifique qu'est George Callaway, quelque chose manque. J'ai regardé, le support n'est pas assez solide. Il n'est pas d'aplomb non plus. On les a prévenus là-dessus. Si l'aplomb n'est pas nickel, la direction ne va pas arrêter de bouger. George sait de quoi il parle. Non seulement il a travaillé sur le programme Apollo, mais ici, il a également organisé plusieurs épreuves de vitesse. On a soudé le cadre à 8 endroits différents. J'espère que ça marchera. Ça m'embêterait que vous retourniez mon lit de lac. Pas tout à fait ce que l'on souhaite entendre avant le dernier briefing. L'hélicoptère va passer et faire demi-tour, comme la dernière fois. Au moment où il dépassera la voiture, je lâcherai les freins et la voiture se mettra à rouler. Conformément au mythe, notre plan consiste à mener la voiture à 128 km/h avant de lancer les fusées. Quand les moteurs s'enclencheront, ils auront tendance à vous effrayer. Alors quand vous entendrez 3, 2, 1, tenez-vous bien. Ne virez pas. C'est le bruit d'un moteur de jet. Il y aura des flammes de 4,5 mètres derrière. Quand la fusée va partir, est-ce qu'il y aura un... On ne sait pas, on ne sait pas. La voiture risque même de se retourner. Vous devez être suffisamment loin pour disposer de plusieurs secondes. Et la méthode empirique veut que si quelque chose vient vers vous, il faut le prendre à 90 degrés. N'essayez pas de le dépasser. L'équipe ne sera pas la seule à surveiller de près notre voiture fusée. Cette dernière semble aussi avoir éveillé l'intérêt de la sécurité de la base voisine, Edwards Air Force. Allez mec, on s'arrache. Bonne chance. On a le feu vert. Il commence à virer. Les freins sont lâchés. On y va. On dirait que l'âge et l'état de la voiture vont poser quelques problèmes. À force de penser en termes de chevaux vapeur et de poussée, la question du carburant a été mise de côté. Le problème, c'est que cette voiture est vieille.
et qu'on a remué un dépôt au fond du réservoir. Ce dépôt est entré dans le filtre à carburant et l'a bouché. On a juste à sortir ce filtre et à le passer sous l'eau de temps en temps. On va avoir un bon démarrage d'ici peu. Voilà qui comble un peu mon besoin d'affronter un mini-échec. Je vais considérer ça comme un mini-échec. La route a été longue, mais finalement, nous avons décollé. 3 fusées, 4 secondes et 680 kg de poussée chacune. Soit 3000 chevaux vapeur sur 12 secondes, exactement comme une Jato. Un vrai délire. Tout simplement monstrueux. Tu penses être remonté à combien? Je sais pas, l'hélicoptère avait du mal à suivre. La vitesse maximale de cet hélicoptère est de 210 km/h. Hey! Ouais, c'était magnifique. On a perdu la trace. Bah ouais, l'hélicoptère ne tenait pas la vitesse. Dès que ces petites choses ont pris feu, ça a fait... C'est une chose de les voir monter, c'en est une autre de les voir passer à l'horizontale. Rien que la traînée de poussière derrière la voiture, c'était tellement beau. Ah, ils m'ont impressionné. J'espérais que ça marcherait, et ça a été le cas. J'avais quelques appréhensions, mais non, Jamie a bien bossé. Depuis plusieurs années, beaucoup ont dit avoir inspiré cette légende. Mais pour ceux qui l'ont vraiment vécu, le résultat est le même. En 1957, Dodge a filmé une publicité sur ce même lit de lac. Ils ont remplacé le réservoir à essence par une unité de Jato. La voiture a atteint la vitesse de 225 km/h. Alors, Jamie, vu la structure originale du mythe, cette personne lance la fusée, accélère à 563 km/h, soi-disant, percute le bord d'un virage, quitte le sol pendant plusieurs secondes et s'écrase contre une falaise. Tu crois que c'est possible? C'est jamais arrivé. Non. Il faudrait qu'ils aient eu au moins 4 fois plus de vitesse que nous. En 1946, c'est justement ce qu'Andy Granatelli et ses frères ont fait, en posant 8 Jatos sur leur voiture de course. L'explosion était horrible. Et la poussée était telle que c'était incroyable. On se regardait comme si on partait sur la Lune. La fusée n'a pas fait une étincelle petite comme ça, mais sur 91 mètres, plus large qu'une route et plus haute que les fils téléphoniques. Une vraie queue de flamme. La voiture a accéléré à environ 289 km/h et faites-moi confiance, c'était incroyable. Les cabrioles d'Andy pourraient bien être à l'origine du mythe Jato. Une chose est sûre, le département de la sécurité publique de l'Arizona serait reconnaissant si les gens cessaient de les appeler à ce sujet. Il n'y a pas un seul endroit de crash en Arizona, rien qui n'y ressemble de près ou de loin. Il arrive parfois encore qu'on nous interroge à ce propos. Nous l'avons mis sur notre site internet en déclarant qu'il s'agit d'un mythe. On s'est quand même bien amusé.
Ouais, c'était génial. Ces quelques secondes où tu es dans l'hélico et où tu suis la voiture, le moment où tu vois ces choses s'allumer, c'était indescriptible. Juste de voir cette voiture foncer. C'était super, magnifique. Vous souvenez-vous de Space Dust? Aux États-Unis, ça s'appelait Pop Rocks. Tu te souviens des Pop Rocks? Oui, inventé en 1956, l'année de ma naissance. Ah oui. Oui. La légende qu'on va aborder maintenant est celle du petit Mickey de la pub, Life Cereals. Je m'en souviens parfaitement. Le gosse disait « Fais-en manger à Mickey. Il en mangera pas. Il déteste tout. » Si Mickey peut le manger, tout le monde peut le manger. C'était l'idée. Bref, un jour, Mickey est devenu un ado. Et il boit 6 canettes de soda avec 6 sachets de Pop Rocks. Et alors, il y a une espèce de réaction chimique dans son ventre. Son ventre explose et il meurt. Le mythe dit qu'en mélangeant 6 paquets de Pop Rocks et 6 boîtes de soda, tu obtiens un mélange gazeux qui est mortel et ton ventre explose. Nous allons établir 2 ou 3 choses. On veut savoir quelle pression est générée après fusion rapide de 6 Pop Rocks et 6 sodas. On voudrait établir la pression maximale que peut supporter un estomac. J'y ai pas mal réfléchi, et je pense que pour imiter un estomac, les pressions sur un estomac, le mieux serait de se servir d'un estomac de porc, qui ressemble en fait beaucoup physiquement à un estomac humain, et peut contenir entre 1 demi-litre et 1 litre de liquide, en général. Je cherche un estomac de porc. Un estomac de porc? Je continue. Est-ce à peu près de la taille d'un estomac humain? Enfin, là, il est plat. Comment? Comme un bonnet de bain? Avec beaucoup de viande. Au départ, l'idée était de créer un soda gazeux instantané pour la marque General Foods. Je peux en avoir? Oui, bien sûr. Mais on a découvert que quand on mange ces pépites, ça fait comme des grésillements, comme des explosions dans la bouche. Je vais te dire, ça fait 25 ans, mais je sais exactement quel goût ça a. Tu as déjà goûté? Il y a longtemps, oui. Et en 1975, on a décidé de lancer les Pop Rocks tels qu'on les connaît. C'est assez horrible. La différence entre un bonbon ordinaire standard et dur et les Pop Rocks, c'est que lorsque le bonbon est encore dissous, on ajoute du dioxyde de carbone sous certaines conditions de pression, c'est-à-dire, je crois, 41,40 bars. Mais tout cela ne nous aide pas à trouver un estomac de porc. Est-ce que l'œsophage et les intestins y sont encore? J'ai besoin de tous les tubes qui y sont attachés. Pourrais-je en avoir un avec le plus d'accessoires possible? Apparemment, l'Agence américaine du contrôle pharmaceutique et alimentaire considère que l'œsophage et les intestins de porc sont dangereux pour l'être humain. On dirait que le numéro 580 a disparu. Je pense qu'on devrait trouver un vrai cochon et lui donner à manger. Ce serait plutôt marrant de voir ce qui arrive à un cochon si on lui donne un paquet. Mais voilà, là encore, c'est ton manque de sens politique. Tu te fais plein d'ennemis avec ça. Alors c'est mieux de tuer le cochon d'abord et de le nourrir ensuite. Parfaitement. C'est une mesure qui convient mieux à tout le monde. Quatre estomacs. Génial. Les voilà. Mes instructions spécifiques sont là. Complet avec œsophage et intestin. C'est devenu une réalité. Une mission importante dûment remplie. Miam.
On se croirait dans Alien. On dirait... Je sens bien, ça y est. J'ai mon doigt pris là-dedans. Ça, c'est... Je ne sais pas où est l'entrée et où est la sortie. Le pire, c'est le souffle qui ressort par là. Passe le soda. C'est intéressant que les valves de ce truc-là fonctionnent encore. Elles maintiennent la pression. On a juste mis de l'air, c'est tout. Et d'après toi, comment va-t-on faire entrer les Pop Rocks et le soda dans l'estomac? Pour les faire entrer, il va falloir les mouiller, parce qu'ils ne vont pas couler. Ils vont se coller contre la paroi et boucher les trous en moins de 2. Au fait, j'ai une idée. Pourquoi ne pas trouver du tissu, genre sachet de thé, et faire des petits paquets qu'on fera glisser à l'intérieur? C'est trop gros. Les paquets ne fonctionnent pas. C'est trop épais. On oublie. Il faut égaler les circonstances du pire des scénarios. On met les Pop Rocks d'un coup avec le soda aussi rapidement que possible. Enfin, aussi rapidement qu'il est possible de le boire. Une grosse seringue alors. Une grosse seringue. Ce mythe est apparu, je crois, en 1979, 4 ans après que le bonbon ait été lancé. Et en fait, les conséquences sur la marque ont été dévastatrices. Les ventes sont quasiment tombées à zéro. Bon, autre détail à résoudre, comment va-t-on suspendre cette chose? Pourquoi on la montrait pas sur notre squelette là-bas? Bien sûr. Il y a plein de points d'attache sur la cage thoracique. Comme ça, on verra les fluides dégouliner le long du squelette. Toi qui voulais que ce soit dramatique, t'es servi. Ouais, et bien sûr, on va faire remonter le tube d'entrée et le passer par la bouche du squelette. Et tu sais où ira le tube de sortie? Non? Où va le tube de sortie? Ne m'oblige pas à te le dire. Quand on aura fini, il jouera du piano comme autrefois. Pour aborder le problème, la compagnie a fait paraître environ 45 publicités qui prenaient toute une page dans plusieurs magazines et écrit plus de 50 000 lettres à différents directeurs de collèges et d'écoles pour leur expliquer qu'il n'y avait aucun problème. Les légendes sont fréquemment considérées comme vraies. C'est ce qu'on appelle l'ostension. Il y a ostension lorsque nous croyons suffisamment à une légende pour que nos comportements en soient modifiés. Une fois qu'une croyance existe, c'est très difficile. Il faut faire des efforts gigantesques pour la réfuter. Avant de commencer l'expérience, il nous reste à incorporer un dernier ingrédient. Je dirais un pH de 2. Ok, c'est l'équivalent de ce qu'un estomac contient d'acide chlorhydrique. Ouais. 77 grammes d'eau. Ok. Le suc gastrique, selon nous, est en fait un mécanisme de protection. Il n'est pas sécrété pour aider à la digestion. Le rôle de l'acide chlorhydrique et de la pepsine est de tuer. Cette protection remonte à l'époque où nous en étions encore à nous disputer les os avec les hyènes. C'est suffisant pour vous donner une indigestion, mais selon nous, un peu moins d'1 litre d'acide chlorhydrique sera nécessaire pour prouver la vérité de ce mythe. Allez, allez. Tes gants. Quand tu commenceras à verser le liquide, j'ouvrirai les canettes de soda et je te les passerai. Ok, il y a des pinces partout. C'est bon. Oh man. Mickey a bu 2 canettes. Il est déchaîné. Oh mon Dieu, il s'en enfile une autre. Mickey? Mickey, tu ne peux pas boire ces 2 dernières canettes de soda. Mais quel cochon. Ton ventre va exploser. Allez, faites place. Le piston.
Doucement. Ce n'était pas la peine de le faire boire si vite. Écoute, on entend les Pop Rocks qui s'acharnent. C'est assez impressionnant. Oups, c'était un renvoi. Mickey a des renvois. Allez! Regarde comme l'estomac grossit. Génial. Je pense qu'il a son compte. C'est bon. Waouh! Je n'aurais pas parié qu'il puisse boire autant de soda et de Pop Rocks d'un coup. C'est énorme. Sa taille a au moins triplé. On n'enregistre aucune réelle pression ici. Par sa nature, l'estomac humain est un organe de capacitance. Il est conçu pour s'étirer. En physiologie humaine, on appelle ça la relaxation réceptive. Il peut se relâcher et s'étirer encore et encore jusqu'à certaines limites. À mon avis, Mickey ne se sent pas très bien là. Comme moi à sa place. Tu crois qu'on lui laisse le temps de digérer? Bien sûr, pourquoi pas. Il y a 2 orifices, l'un à chaque bout de l'estomac par lesquels l'air est censé s'échapper si on atteint ce genre de pression. Même en digérant, les Pop Rocks et les boissons pétillantes ne produisent pas assez de gaz. On a vidé 6 canettes, environ un autre litre D'acide? 6 doses de Pop Rocks. Je les entends encore, pas toi? Ouais, on les entend crépiter. Ils font leur effet. En définitive, ce mythe contient-il une part de vérité? L'estomac humain peut se rompre, ça ne fait aucun doute. La rupture est possible lors d'un traumatisme contondant, un accident de voiture par exemple. Là, ça devient un peu spécial pour moi, d'un point de vue olfactif. Après une rapide remise en place, nous allons essayer de voir si nous arrivons à faire exploser cet estomac de porc. Mais qui peut bien m'appeler? Je ne peux pas répondre. J'attache un estomac de porc à un squelette. Il apparaît qu'on trouve bel et bien, dans les annales de médecine du siècle dernier, une demi-douzaine de gens dont l'estomac a explosé à cause d'un excès de CO2, souvent dû à quelque chose comme le bicarbonate de soude. On va voir quelle différence il y a entre le bicarbonate de soude et les Pop Rocks dans la dilatation de l'estomac. En voilà une, on en met 3. Ça fait énormément de bicarbonate. J'en ai pris 2 quand j'ai eu des brûlures d'estomac. Contrairement aux Pop Rocks, le bicarbonate et l'acide réagissent. Injection d'acide. Le résultat est du gaz carbonique, en grande quantité. En voilà une. Délicieux et bon pour la santé. L'aliment le plus populaire aux États-Unis. 3 canettes. 4. Allez, cochonnet, faut boire un peu plus vite. 5. 6. On a fini le soda. Bicarbonate. T'es prêt? Oui, prêt. Oh mon Dieu, il boit encore. Maintenant, il est vraiment très gros. Il n'arrive plus à boire. Pince. Regarde où en est la pression. D'accord, c'est beaucoup plus que tout à l'heure. Difficile à dire, je dirais environ 35 millibars. Il y a probablement beaucoup de gens qui utilisent le bicarbonate de soude depuis de très nombreuses années. Dans les quantités que l'on pourrait prescrire pour réduire une acidité, très peu de gaz en fait se forment. Le plus souvent, il reste en solution et ne provoque qu'une très légère dilatation, pourvu qu'on reste dans les limites recommandées. Mais cette expérience repousse nettement les limites. Ok, tu es prêt? Prêt. Oh, je sens la pression. Si on a l'estomac considérablement dilaté après un gros repas et que là-dessus on ajoute du gaz sous forme de bicarbonate de soude pour essayer de soulager son indigestion, il est possible, dans des cas extrêmement rares, qu'il y ait rupture de l'estomac. Mais n'allons pas croire que cela soit commun, même avec beaucoup d'imagination. Ah là voilà notre réaction. On y est allé un peu fort. C'est ce qu'on appelle un samedi soir réussi.
Oh mon Dieu! Il a complètement explosé. On a ajouté un peu d'acide gastrique et du bicarbonate de soude. Combien? 2 cuillères à soupe? Il s'est déchiré par derrière. Je sentais la pression en faisant revenir le piston, en voulant tirer une dernière fois. Et puis le coup de grâce. Je ne sais pas si on a vu le compteur, mais il est sûrement monté en pointe. Dans un corps, 138 ou 207 millibars, c'est une pression incroyable. Ouais. J'imagine mal quiconque consommer autant de cochonneries. Remarque, peut-être que si en fait. Je pense que c'est surtout le bicarbonate de soude et l'estomac lui-même qui ont fait le travail. Mais pour quelqu'un qui mange juste des bonbons, je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Les Mythbusters ont essayé de contacter John Gilchrist, l'acteur qui jouait le rôle du petit Mickey. Il ne nous a jamais rappelé. Un autre mythe, mord la poussière.